Bienvenue dans la suite de mon voyage au Brésil. Lors du dernier épisode, je te laissais avec une arrivée quelque peu chaotique. Un blackout lors du concert de Lady Gaga à Copacabana avec plus de 2 millions de personnes, rien que ça. Une infection au pied et une infection bactérienne sévère au torse. Et oui, dans l'épisode 108, je te faisais le récap de cette arrivée compliquée. Je me souviens qu'à la fin de ce premier volet, je t'avais partagé les bénéfices que j'y trouvais en me rappelant les enseignements du séminaire EPR, Entraîner pour réussir, de David Laroche, auquel j'avais assisté en avril. J'avais aussi pris une décision symbolique, de clore ce début de voyage perturbé pour repartir sur une nouvelle dynamique, celle que j'imaginais dans mes fantasmes de voyage parfait. Mais laisse-moi te dire une chose, rien ne s'est passé comme prévu, mais alors rien, et sincèrement, je ne sais même pas trop par où commencer. Ce voyage a été à la fois un non-événement et une avalanche d'événements. Rien de ce que j'avais imaginé, et en même temps, tant de choses se sont passées que je n'arrive même pas à vraiment les ordonner, mais bon, j'ai quand même fait un petit plan. C'est un voyage de rencontre avec moi-même, mais surtout une confrontation avec mes insécurités. C'est en quelque sorte la fuite de trop, mais aussi le coup de pied dans mes illusions. Il y a des moments de solitude intense, mais aussi des instants de connexion profonde. Il y a eu des rejets et des acceptations, des découvertes de villes et de plages, du soleil et encore du soleil, mais aussi un peu de pluie, beaucoup de paradoxes, mais pas que. Dans cet épisode, je vais te faire voyager au Brésil, je vais te raconter comment je suis remonté au top, comment j'ai repris mon énergie pour finalement faire la chute finale qui a fini par m'achever. Bienvenue dans cette suite de voyages au Brésil. Alors n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, tu sais l'importance en tout cas de laisser ces étoiles, c'est vraiment ce qui aide ce podcast à évoluer. Il y a je sais plus, il y a une bonne, un peu plus de 200, on est sur la route des 300 notes sur pas Spotify mais sur Apple Podcast, donc n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un petit commentaire, et pareil, je crois qu'on a dépassé les 500 sur Spotify, donc déjà merci à tous ceux qui l'ont fait, parce que c'est vraiment adorable. Encore une fois, ce podcast est gratuit, je partage. Les interviews demandent beaucoup de travail et on va dire que ce que tu peux me donner en retour, c'est ces petites étoiles, ces commentaires, ces partages et aussi tes messages sur l'Instagram Osé by Nico qui me fait énormément plaisir. Toujours, des fois je suis un peu submergé par les messages, mais je réponds normalement la plupart du temps, et sache que même si je mets un petit smiley, eh ben ça me touche d'avoir reçu ton message et je l'ai toujours lu avec grand intérêt. On va donc commencer un petit peu avec ce retour, cette suite, pas ce retour, mais cette suite. J'étais donc en train de guérir, comme tu avais vu, hein. Donc si vraiment tu veux suivre les épisodes étape par étape, il y a l'épisode 108 qui raconte l'arrivée, Lady Gaga, le blackout, l'infection au pied et l'infection bactérienne sévère qui m'avait un peu mis à terre, hein, on peut dire ça comme ça, parce que bon, j'avais quand même fini avec 3 jours au lit, 42 fièvres, et cette infection qui m'avait fait doubler mon pec droit. Je m'attendais pas à ça. Comme j'avais un peu dit, le Brésil, c'est quand même un pays où le culte du corps est très important, et aller dans ce pays où finalement tout le monde est un peu torse nu avec des abdos, des beaux corps bronzés, et ben moi je me retrouvais quand même avec ce pec qui aujourd'hui a encore d'ailleurs les 2 petites cicatrices dues aux infections que j'ai eues. Donc franchement c'était pas évident. Au-delà de l'aspect esthétique, il y avait l'aspect que physiquement j'étais à terre, et se retrouver avec 42 fièvres, bloqué dans un appartement à 2 minutes de la plage de Ipanema, franchement c'est pas le top, hein. J'aurais préféré en tout cas à ce moment-là profiter, et donc ça a vraiment été bon. Maintenant que ça va mieux, maintenant que j'ai mes médicaments, les antibiotiques, le paracétamol, que la fièvre est tombée et que l'infection commence à s'en aller, et ben on va prendre les devants, et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai décidé d'être avec Gabriel, je t'en ai parlé dans l'épisode 108, c'est un jeune garçon qui s'est mis en couple avec un Brésilien, et ils ont monté une agence de tourisme où ils accueillent des Français pour faire des visites en français dans tout Rio, et ça c'est absolument génial parce que justement c'est toujours agréable de pouvoir avoir un guide qui parle français, et en plus du coup avec son compagnon qui est brésilien, ça permet vraiment d'être dans la culture brésilienne mais avec une traduction en français, et ça j'ai trouvé génial, puisque encore une fois là-bas ils parlent essentiellement portugais. Moi je ne
comprends absolument pas le portugais. Donc ça a été vraiment au-delà de l'amitié que j'ai ressentie pour Gabriel. En tout cas, ce qu'il propose, j'ai trouvé ça top. Et justement, parce que j'étais fatigué, parce que c'était compliqué pour moi là à ce moment-là d'organiser, j'ai d'autant plus apprécié le fait de dire à Gabriel, avec qui j'avais passé le début du concert de Lady Gaga, je lui avais envoyé un message et je lui avais dit bon bah je sais que tu proposes des choses, donc ça m'intéresse de faire avec toi. Donc il m'avait dit si tu veux, j'ai un groupe d'amis qui vient à ce moment-là au Brésil, et ben je te mettrai dans ce groupe-là, comme ça vous serez ensemble et ce sera sympa. Et donc il me proposait de faire 2 jours, un jour où on faisait la visite de la favela Rocinha, plus les mangroves, et le lendemain on faisait une matinée cascade et l'après-midi un tour d'hélico. Alors dans l'idée absolument géniale, j'ai adoré cette idée-là, ça m'a permis de commencer à découvrir le Brésil, parce que quelque part c'était très frustrant pour moi d'être là et de ne pas réussir à être... Enfin, t'es au bout du monde, t'as envie de découvrir la culture, t'as envie de découvrir les paysages, et t'as pas envie de rester bloqué dans un lit avec 42 fièvres, ça va de soi. Donc, commencer par la favela Rocinha, c'était génial, parce que c'est la plus grande favela du Brésil, elle est construite à flanc de colline, ça donne une vue impressionnante sur la ville de Rio et sur l'océan. Enfin, imagine que t'as entre 70 000 et 100 000 habitants qui y vivent, et encore, c'est pas très... c'est selon les sources, et on pourrait même dire que ça va jusqu'à 200 000, c'est énorme, c'est forcément une favela qui est densément peuplée, avec des maisons empilées les unes sur les autres, et contrairement à l'image qu'on peut avoir, Rocinha est très organisée en fait. Il y a des commerces, des écoles, des pharmacies, et même des banques, et en fait... historiquement, Rocinha, cette favela, est connue pour être sous l'influence des groupes de criminels, des trafics de drogue principalement, mais c'est aussi partiellement en fait une favela qui est pacifiée avec le gouvernement à travers ce qu'on appelle une UPP, donc c'est une unité de police je réussirai à dire le mot, pacificatrice. et donc en fait c'est quelque part tout à fait possible d'y aller, parce que les visites sont encadrées aujourd'hui, il y a les habitants qui travaillent dans le tourisme, ça reste un lieu qui est fragile, donc il faut toujours y aller avec respect et prudence, mais c'est tout à fait possible. On y découvre une créativité incroyable, il y a du street art, de la danse, de la musique, de la capoeira, je vais pas réussir à le dire non plus, capoeira, des projets éducatifs, et ça c'est ce que j'ai adoré en fait. On est monté en moto jusqu'en haut de la favela, donc t'imagines, en plus là-bas le casque est un peu optionnel, donc on s'est retrouvés, donc il y avait donc Gabriel avec son copain Tarcisio, plus le groupe d'amis français, ils étaient 4 ou 5, et moi, et on est monté en moto en haut de la favela pour faire la visite. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de faire des visites guidées responsables qui sont faites à la fois par les habitants, puisque là Gabriel et Tarcisio étaient accompagnés par une habitante de la favela, afin de comprendre davantage la favela et de ne pas rentrer que dans des clichés, et au contraire pouvoir soulever tous les clichés qu'on peut avoir. Donc j'ai adoré, parce que finalement je me suis retrouvé dans une ambiance très différente de ce que je connaissais évidemment par rapport à Paris, et puis c'était ma première grosse introduction, on va dire, dans le monde du Brésil, et des nouvelles aventures que je commençais enfin à vivre. Donc ça, j'ai adoré, c'était vraiment un super moment. Et l'après-midi, on est allé voir la faune et la flore locale avec les célèbres jacares. Les jacares, c'est des sortes de crocodiles. J'avoue que je connaissais pas ce mot. Et donc on s'est retrouvé une excursion au milieu des mangroves, avec des petites îles. On a mangé dans un super resto au bord de l'eau le midi. C'était génial. Donc il y avait vraiment en plus un contraste entre la favela et une forme de pauvreté, bien que je tiens à dire que la pauvreté, je l'ai pas forcément ressentie. Justement, c'est ce que je te disais, c'est que quelque part aujourd'hui, c'est quand même très organisé. Il y a des commerces, des écoles, des pharmacies, enfin c'est effectivement une favela, mais c'est d'ailleurs, je tiens à le préciser, que dans la visite de la favela, j'ai vu moins de pauvreté que j'ai pu voir à Rio, dans le centre-ville, qui est soi-disant plus riche. Donc la favela, elle était très très propre, organisée. Je tiens aussi à préciser que lors de notre balade, il y avait des moments où il ne fallait absolument pas
porter ses lunettes de soleil, il fallait les enlever et le téléphone devait être rangé. Donc il y avait vraiment ce côté où selon où on passait, on devait absolument pouvoir montrer notre visage et ne pas être là pour filmer ou prendre des photos. C'est-à-dire que les habitants sont OK qu'on prenne des photos de l'endroit, mais par respect, il y a certains endroits où non, on ne prend pas parce qu'on ne prend pas les habitants ou autres. Et surtout qu'à un moment donné, on est passé devant un stand totalement ouvert, hein, il n'y a rien de caché. Et il y avait un mec qui était là et qui était en train de compter les grammes de cocaïne et de drogue qu'il revendait, et ça en toute liberté. Donc c'est vrai que voilà, il y a des choses un peu particulières, tout comme à un moment donné, on croise un mec habillé en survêt avec une mitraillette autour de lui, et ça c'est assez surprenant, évidemment. Donc c'est pour ça que je dis que bon, bah, c'est des lieux qui sont toujours fragiles, faut y aller avec prudence, avec un guide, mais c'est aussi enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on peut y voir des choses qui peuvent être troublantes pour nous qui n'avons pas l'habitude de voir ce genre de choses. Et forcément, la drogue interdite en France, et puis évidemment, on se balade pas, à part les militaires, avec des mitraillettes autour du cou. Mais voilà, donc il y avait vraiment cette matinée qui était hyper intéressante, où on a appris énormément de choses autour de la favela. Et l'après-midi, où là on était dans quelque chose qui était beaucoup plus riche, qui me faisait beaucoup penser en fait un peu à Miami en fait, avec les belles maisons et ces gros... Enfin, Miami avec les rivières qui passent entre les maisons. Enfin, c'est un peu l'idée que j'ai de ce que j'ai pu voir de Miami, hein. J'y suis jamais allé. Mais il y avait vraiment, en tout cas, ce côté-là. Et puis de voir les animaux, de voir les crocodiles, enfin les jacaresses. C'était une journée où je sortais enfin de ce moment où ça allait. Et je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, le voyage peut reprendre. Alors tu vas voir que non, ce n'est pas le cas. Là, je te parle un petit peu des deux petits jours un peu off que j'ai eu, qui me permettaient de reprendre mon souffle, mais c'était pour mieux rechuter par la suite. Le lendemain, on a été voir la plus grande forêt urbaine du monde, le parc national de Tijuca. Donc c'est une énorme forêt qui se trouve vraiment à Rio, hein. Et t'as des cascades, on a vu plein d'animaux, on a vu des singes, on a vu un autre type d'animaux, je ne sais même pas le nom. Et tu vois, il y avait des oiseaux, enfin plein de choses. On peut y voir aussi des serpents, des araignées. Bon, ça, on n'en a pas vu, mais c'est vraiment une énorme forêt, et c'était hyper intéressant. C'est l'avantage de Rio, c'est que tu es à la fois en ville, mais des fois, selon où tu te trouves dans Rio, en un quart d'heure, tu peux te retrouver au milieu de la forêt. Ça, c'est un vrai luxe, et j'aimerais pouvoir vivre ça à Paris, parce que même si à Paris, on a le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne, ou voilà quelques parcs dans Paris, à aucun moment on peut se retrouver en un quart d'heure au milieu de la nature, et ça c'est quand même génial. Et puis bon, Rio, il y a la mer aussi, ce qu'on n'a pas à Paris, donc Rio a clairement ses avantages. Et l'après-midi, l'hélicoptère, tour d'hélicoptère autour de Rio, bon ça, waouh, hein, waouh, je n'ai pas vraiment d'autres mots à dire. C'était au coucher du soleil, c'était fantastique, passer par-dessus du Christ Rédempteur, le Corcovado, enfin c'est juste fantastique. C'est je pense l'un des plus beaux vols en hélicoptère. Non pas que j'en fasse tous les week-ends, mais en tout cas, je pense que c'est l'un des plus beaux vols en hélicoptère à faire. Et j'ai vraiment adoré en fait l'atmosphère. C'est féerique quelque part. Rio, je pense que c'est l'une des plus belles villes au monde, entre la mer, entre les favelas qui donnent, on va pas prononcer le S, mais qui donnent beaucoup de relief aux montagnes, avec en même temps justement ces montagnes, ce parc, le Corcovado, ces lieux emblématiques. Rio est une ville absolument incroyable, et donc honnêtement, moi je te conseille d'aller faire un tour au Brésil et à Rio si un jour tu as l'occasion. Encore une fois, là je te partage mon expérience et ce que j'ai ressenti intérieurement. Néanmoins, ça ne touche en rien la beauté du voyage. Et en fait, il faut savoir que donc ces 2 jours, je les ai passés avec Gabriel, son compagnon et ses amis. Et bon, Gabriel, comme je te dis, c'était absolument génial. Moi, j'ai eu un super feeling, et franchement, les excursions qu'il nous a organisées étaient géniales. Par contre, j'avais un manque de connexion. C'est-à-dire que je ressentais, il m'a présenté ses amis, et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais
Je sais, moi enfin, j'ai un podcast de rencontres, hein, quelque part. C'est apparemment, c'est ce qu'on me dit souvent, moi je me rends pas compte, c'est à force qu'on me le dise que j'ai l'impression d'en prendre davantage conscience. C'est que j'arrive à relationner relativement facilement avec les gens, et dans mon podcast, j'arrive à amener les gens à se confier, alors que potentiellement, ce sont pas des gens qui se confient facilement. Et c'est même les personnalités que je peux recevoir dans le podcast qui arrivent à me dire par moment, waouh, je pensais pas que je me serais autant confié. Et donc, quand je voyage, j'ai aussi cette facilité à rencontrer, à connecter avec les gens. Et je dois dire qu'avec les amis de Gabriel, malheureusement, j'arrivais pas à connecter. Et je me sentais exclu. Il y avait vraiment ce côté-là où j'essayais de poser des questions. J'ai quand même passé quasi 3 jours avec eux. Et j'arrivais pas. Je posais des questions, mais je sentais pas que c'était réciproque. J'avais même le sentiment de ne pas être apprécié. Ce qui était assez étrange et très désagréable au point que même un soir, durant ces jours-là, j'ai fait un cauchemar et j'ai cauchemardé d'être au collège et d'être rejeté, d'être rejeté et d'être harcelé. J'ai vécu des moments difficiles au collège où je me sentais pas accepté tel que je suis, enfin j'étais en tout cas, dans la découverte de ma sexualité que je ne comprenais pas à l'époque. Bien évidemment, j'étais trop jeune, mais je savais que j'étais différent. En tout cas, je me sentais différent. Et donc le collège, il me semble que pour beaucoup, c'est pas la meilleure période. Et donc ça m'a rappelé ce moment-là au point que j'en fasse un cauchemar et que je reparte dans ce sentiment-là. Donc pour te montrer à quel point que quelque part, avec ce groupe d'amis à Gabriel, eh ben, j'arrivais pas à connecter et je me sentais mais pas du tout intégré dans le groupe et c'était assez difficile et il y avait vraiment un côté qui me dérangeait. C'était je sortais d'un moment difficile où mon corps avait été un peu avait comment je vais dire ça, mais avait été touché quelque part, et là j'étais à la fois touché aussi au niveau de mon cœur qui se sentait rejeté, et donc ce manque de connexion plus l'infection, ça faisait que j'étais pas dans un super mood. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Au point que le week-end passe, je ressens pas mal de solitude, je n'arrive pas à trouver ma place. C'est vraiment le mot qui ressortait au début de ce séjour. C'est-à-dire que même quand j'ai repris du poil de la bête et j'ai commencé à ressortir, malgré tout, je ne me sentais pas à ma place. Ce n'est donc peut-être pas la maladie qui m'a mis le plus à terre, c'est ce que j'ai ressenti à l'intérieur. Ce mal-être qui continuait malgré tout, même quand mon corps commençait à reprendre de l'énergie. Et il y a eu vraiment un moment donné où je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. J'étais au Brésil, j'étais à Rio, mais j'étais dans une sorte de brouillard total, à ne pas trop savoir quoi faire de mes journées, à ne pas trop savoir comment rencontrer du monde, à ne pas trop savoir où aller. Au point qu'un lundi matin, je décide d'aller me balader au bord de la plage d'Ipanema, de prendre quelques photos. C'était la première matinée où je sortais parce que, idem, vu que j'étais souvent fatigué et puis j'étais en excursion les jours qui avaient précédé, j'avais pas vraiment pris du temps pour moi. Et donc j'ai été me balader et je ne savais pas trop ce que j'allais faire dans ma journée, jusqu'au moment où je me dis, il faut prendre une décision, il faut faire des choix, tu ne vas pas continuer à errer là depuis 2 jours. Donc, je décide de retourner à Ilha Grande. Ilha Grande, c'est l'île dans laquelle j'étais au début. C'est là où j'ai eu mon infection au pied, là où j'ai eu mon infection au torse. Donc, c'était une île où que je n'avais pas vraiment profité à fond. Et je me suis dit, je vais retourner là-bas, me reposer un peu. Et je m'étais dit finalement que ce serait plus simple pour moi de vivre cette solitude que je ressentais, puisque même dans le groupe, je ne me sentais pas intégré. Et autant te dire que quand j'étais pas dans le groupe, j'arrivais pas à sortir de ma coquille, au point que je mangeais souvent au Airbnb, je prenais mon petit-déj au Airbnb, je mangeais le soir au Airbnb, et bon, c'était un Airbnb qui était sympa, mais c'était pas non plus le Airbnb avec la terrasse et vue sur la mer. J'étais là, mais tu vis la même vie que tu pourrais vivre quelque part si t'étais à Paris. Donc je décide de casser ça, de me dire, vas-y, pars à Ilha Grande, retourne sur l'île, ou quelque part tu vas profiter pour aller manger sur la plage, prendre une bière au bord de plage, enfin...
Vas-y, reprends un peu d'énergie et retourne là-bas. Donc là, je décide de prendre un Uber. C'est un peu l'avantage là-bas, c'est que les Uber ne coûtent pas trop cher. Dis-toi que pour faire 2h30, 2h45 de Uber pour aller jusqu'à l'embarcadère afin de prendre le bateau pour Isla Grande, ça m'a coûté dans les 40 euros. Donc 40 euros pour 2h30, 3 heures de Uber, c'est absolument rien. Évidemment, c'est plus cher qu'un bus, hein, si j'avais pris le bus. Mais étant donné que je n'avais rien prévu et que cette envie m'est arrivée un peu comme une envie de pisser, la seule solution pour moi était de prendre un Uber, puisque au moins il arrivait dans les 2 minutes en bas de mon Airbnb que je quittais et il m'amenait à l'embarcadère. Donc, je me souviens d'arriver là-bas, de profiter du Uber pour réfléchir. J'aime beaucoup ces moments, quelque part où on est sur la route, que ce soit d'ailleurs un avion ou que ce soit un bus, que ce soit peut-être du vélo, de la course à pied, mais cette idée d'avancer dans un paysage, souvent j'ai tendance à réfléchir énormément et j'ai donc à ce moment-là beaucoup réfléchi un peu à cette solitude. Je suis arrivé à l'embarcadère, il se trouve qu'en plus je me suis trompé d'embarcadère, ça m'a coûté plus cher. Bon, ça c'est des petits détails, mais j'ai eu beaucoup de petits hicks durant ce voyage. Et ça manque, en fait, tout le voyage manque de fluidité. C'est-à-dire que autant la Colombie l'année dernière, si tu veux découvrir un peu ce voyage qui avait été exceptionnel, mais dans un tout autre mood, je sais plus, les épisodes 69, 70, 71, 72. Vraiment, là, je parle d'un voyage où tout était fluide, de mes expériences à l'ayahuasca, retraite de silence, les rencontres, la séduction, tout ce que j'ai pu vivre. Autant le Brésil, effectivement, c'est tout le contraire. Tu peux constater qu'il y a beaucoup moins d'épisodes d'ailleurs autour du Brésil parce que j'ai eu beaucoup de mal. Je n'arrivais pas à faire des épisodes. J'arrivais même pas à communiquer sur Instagram tant il y avait tout le temps des hicks et tant l'énergie était basse. Je me retrouve donc sur cette île, à Ilha Grande, et là, je reçois un message, c'est-à-dire que j'arrive, je pose mes affaires dans le même hôtel, vraiment au bord de plage. J'ai vraiment choisi la facilité. J'étais encore une fois j'essayais de trouver de la douceur et du confort dans ce voyage qui ne l'était pas. Là, je vais me poser sur la plage. Vraiment, il y a ce côté cocon, quoi. J'essaie de retrouver un cocon, donc une île où il n'y a pas de voiture, une île où les paysages sont magnifiques, où la plage est top et où je peux me poser tranquillement. Là, je reçois un message de mon ex. Alors, mon ex, je pense que si tu écoutes ce podcast, tu le connais quelque part. C'est donc c'est cette personne avec qui j'ai passé 9 ans dans ma vie. Et quelque part, ce podcast existe depuis ma rupture, il y a 2 ans. Et donc on est en très bons termes, hein, l'un et l'autre. Et en fait, il m'envoie un message et il me dit « Je m'inquiète, je ne vois pas de nouvelles de toi sur Instagram ». Et effectivement, j'en donnais très peu. Et ça m'a énormément touché, en fait, que ce soit mon ex qui m'envoie ce message. Ça m'a presque bouleversé de me dire que c'est la personne avec qui j'ai passé 9 ans, qui quelque part me connaît le mieux, peut-être plus que certains de mes amis qui ne s'inquiétaient pas de ne pas avoir de nouvelles. Alors attention, je ne les blâme pas, il y a pas de souci là-dessus, parce que chacun vit sa vie, même moi. Un ami part en voyage, il met pas de story, je peux me poser la question, c'est pas pour autant que je lui ai envoyé un message pour dire est-ce que ça va ? Ça peut arriver ou pas, si je suis occupé, je vais pas forcément lui envoyer un message. Encore une fois, je faisais ma vie au Brésil, on n'est pas obligé de s'inquiéter pour moi parce que j'ai pas mis de story pendant 4 jours. Mais néanmoins, c'est comme si énergétiquement, en tout cas mon ex qui m'envoie pas des messages comme ça tous les 4 matins, avait capté qu'il y a quelque chose n'allait pas. Et là, en fait, je peux pas lui mentir et je lui dis non, ça ne va pas. Je suis reparti sur l'île d'Ilha Grande, prendre du temps pour moi. Et c'est vrai que il me dit je peux t'appeler tout de suite, est-ce que tu le souhaites ? Et là, j'ai accepté et on a passé une bonne heure et demie au téléphone et il m'a fait énormément de bien parce que j'étais dans un flou total, comme je t'ai dit, je ne savais pas trop quoi faire, où aller, comment faire. J'étais sur cette route de brouillard à ne pas trop savoir comment j'allais organiser ce voyage. Et c'est vrai que déjà d'une, il a été à l'écoute, de deux, il m'a conseillé comme me conseille quelqu'un qui m'a connu pendant 9 ans et qui donc connaît un peu mes automatismes et sait comment je fonctionne, ce qui était très agréable. Et puis il m'a surtout aussi, et je vais pas te mentir, mais il m'a apporté de l'attention là où j'arrivais pas à connecter avec les personnes. Et donc forcément, passer 1h30 avec mon ex qui me connaît, ça me permettait de me sentir considéré quelque part, là où ces derniers jours, je m'étais senti
rejeté. Donc ça m'a fait énormément de bien et il m'a semé quelques petites graines, tout comme il m'a dit pourquoi tu ne pars pas ailleurs, ce à quoi j'avais répondu que les vols internes au Brésil étaient excessivement chers, donc j'étais un peu bloqué entre Rio et cette petite île. Mais si je voulais partir dans le nord ou aller voir les chutes d'Iguazú dans le sud, dis-toi que pour aller voir les chutes d'Iguazú dans le sud, qui sont des chutes entre le Brésil et l'Argentine, des chutes, il me semble, au patrimoine de... Oh là, attends, je vais dire une bêtise. Je vais pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire, mais en tout cas qui sont classées quelque part sur quelque chose dans le monde. Ces chutes-là, pour y aller, ça me coûtait environ 350-400 € l'aller-retour en avion pour 1h15 d'avion pour y aller et pour revenir, quoi. C'était très très cher, donc j'étais un peu bloqué, contrairement à l'Inde ou contrairement à la Colombie où il y a une facilité en tout cas à un moment donné de se dire je n'aime pas un endroit, je prends un avion. Alors on va pas forcément parler d'écologie, mais par exemple en Colombie il n'y a pas de train et c'est que des montagnes et les distances, si on prend un bus, c'est 25-30 heures de bus, donc ils prennent l'avion assez facilement. En fait il n'y a pas vraiment le choix si on veut bouger en Colombie. Au Brésil, c'est un peu pareil. Si on n'a pas trop de temps, un avion, c'est plus simple. Or, c'est hors de prix. C'est très cher. Donc, j'étais un peu bloqué dans cet environnement où ça n'allait pas. Et je ne pouvais pas, quelque part, fuir davantage. Et là, mon ex m'a aussi dit, pourquoi tu n'irais pas en Argentine, par exemple? Ce à quoi je lui avais répondu, oui, mais si c'est hors de prix au Brésil, non, je ne vais pas aller en Argentine. Mais au final, c'était pas si cher pour aller en Argentine. Mais ça, je t'en parlerai après. En tout cas, il m'a permis de reprendre de l'énergie, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Néanmoins, malgré tout ça, c'est vrai que ces quelques jours passés à Ilha Grande, on peut dire que c'était globalement un sentiment de vide et de désalignement. C'était une solitude extrême, malgré la beauté, en tout cas, de l'île et des paysages que je pouvais voir. C'était une perte de repères où je me posais beaucoup de questions. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fuis ? Qu'est-ce que j'espère ? Il y avait vraiment énormément de questionnements. Le contraste entre les images idéales d'un voyage et la réalité intérieure était très perturbante pour moi. Il y avait un sentiment d'incompréhension quelque part des messages de l'univers. Pourquoi tout semble aller contre moi, au point que du coup j'essayais de rendre ça un peu productif. Je sais que j'ai notamment travaillé sur l'épisode que je vais sortir sur le séminaire de David Laroche. J'ai repris toutes mes notes, mes matinées en fait je les passais au bord de la plage en prenant un petit déjeuner sous un magnifique arbre qui me protégeait du soleil, et je travaillais avec mon ordinateur sur le séminaire de David Laroche. Donc tu vois, j'ai tenté de rendre ça un peu productif malgré tout, et tu rajoutes à ça une prise de tête que j'ai eue avec mon meilleur ami, que je ne sentais pas justement proche, qui ne me semblait pas prendre de mes nouvelles, ça me vexait un peu, puisque encore une fois, vraiment, là je te parle vraiment que de mes perceptions, je dis pas, c'est pas du tout pour te dire qui est bien, qui est mal, il n'y a rien de tout ça, c'est juste que je ne me sentais pas bien dans ce voyage, et j'attendais quelque part qu'on vienne un peu me réconforter, et on a eu on va dire une incompréhension, un quiproquo avec mon meilleur ami, ce qui fait que en fait finalement on a eu un petit froid et on ne se parlait pas vraiment, voire pas du tout. Ce qui n'a pas aidé non plus, et ce qui a renforcé en fait la solitude et la culpabilité. Je rappelle ça, je pense que j'en avais parlé dans l'épisode 108, mais se retrouver au Brésil dans un voyage où j'ai la liberté de faire ce voyage dans un pays fantastique au bout du monde, ne pas réussir à profiter et se sentir bien quand mon torse allait mieux, quand l'infection au pied allait mieux, quand il n'y avait plus de fièvre, évidemment qu'il y a une culpabilité qui prenait le dessus sur pourquoi je suis ici et pourquoi je n'arrive pas finalement à prendre le pouvoir sur ce voyage. J'ai donc décidé de revenir à Rio, et à Rio, il y a eu un appel qui a tout changé.
Je rentre à Rio, on peut pas dire que le mood est mieux, mais néanmoins le mouvement, comme je te disais, le fait de prendre une voiture, de rouler, de prendre un bateau, d'être en mouvement, ça me faisait du bien. En tout cas, il y avait quelque chose qui fait qu'être dans l'action me faisait du bien. Me terrer entre la plage, mon hôtel et une bière le soir ne m'aidait pas. D'ailleurs, ça a été très compliqué aussi les repas. Les repas où d'habitude, il me semble que j'arrivais à plutôt bien gérer ça, que ce soit en Colombie, en Inde. Non pas que je le fasse beaucoup en France, mais en tout cas en voyage, j'arrive à le gérer. Là, je me suis retrouvé souvent à des repas où quand j'étais face au vide, où il y avait personne et à côté de moi, il y avait que des couples, des amis, honnêtement, la solitude se faisait encore plus sentir et je détestais. Je me suis fait plaisir avec des super restos parce que j'étais là, au bout d'un moment on va essayer de bien manger, on va essayer quand même de passer des bons moments. J'ai eu une connexion avec un Allemand qui mangeait seul aussi, donc je peux pas dire qu'il ne s'est rien passé. Je tiens toujours à dire qu'il y a tout le temps eu des petits exemples où j'arrivais à connecter. Cet Allemand, on a parlé pendant 1 heure et c'était une superbe conversation. Donc j'ai eu quelques petites pépites, mais à la limite c'est la seule pépite que j'ai eu à ce moment-là. Le reste du temps, je faisais vraiment face à la solitude qui était vraiment présente. Donc je reviens à Rio, je suis content d'être dans ce mouvement et je me retrouve en fait à être dans un Airbnb, une maison typique brésilienne sur les hauteurs de Rio, dans le quartier créateur, artistique, bobo. C'est vraiment pas le quartier le plus touristique, il l'est par conséquent, mais c'est vraiment un quartier où on va trouver beaucoup de vie locale. Il y a beaucoup de tags, de créations sur les murs, les maisons sont colorées, il y a le tramway jaune, un peu comme à Lisbonne, qui monte et qui descend, le tramway, en tout cas il monte au haut de la colline, il redescend, c'est excessivement mignon. Et je décide de me poser dans ce Airbnb ouvert sur une grande terrasse et ouvert sur en fait la vie de ce quartier Santa Teresa. Santa Teresa où on entend souvent de la samba dans les restos. Donc j'adorais en tout cas cette ambiance-là. Néanmoins, je me retrouve dans cette maison qui est assez grande. Et là, je suis encore dans ce flou, c'est-à-dire que, oui, j'ai quitté le flou de mon île paradisiaque, mais j'arrive dans le flou de ma maison, de ce quartier bobo. Et je me vois regarder un extrait de Ça commence aujourd'hui, donc l'émission sur France 2 avec Faustine Bollard, pour laquelle je suis journaliste depuis 8 ans, et donc pour laquelle je travaille une grande partie de l'année, à partir de septembre jusqu'à la fin de saison en avril. Et je me vois regarder un extrait, et c'est vrai qu'il faut imaginer, je suis au Brésil, il est 14h, et je suis là, posé sur mon ordinateur, à regarder une émission qui, à la base, est mon travail quand même. Donc c'est même pas vraiment un divertissement, c'est un divertissement, mais comme pour tout, comme des personnes qui, je sais pas, travaillent dans le cinéma ou travaillent à Disney, le cinéma ou Disney n'est plus le même divertissement que pour nous, par exemple, qui allons passer un bon moment au cinéma ou à Disney. C'est un peu pareil quand je regarde un extrait de cette émission, c'est que finalement, depuis 8 ans, c'est un travail de base. Et donc c'est un peu étrange d'être au bout du monde un après-midi et de regarder ça. Et j'envoie un message à une de mes meilleures amies, Stéphanie, qui est d'ailleurs une ancienne. En fait, je l'ai rencontrée lorsque je travaillais en télé. On travaillait à l'époque avec Sophie Davant sur l'ancienne émission. Donc il y a Ça commence aujourd'hui, qui se nomme aujourd'hui depuis 8 ans. Mais avant, c'était toute une histoire avec Sophie Davant. Et donc j'ai rencontré Stéphanie, qui a été ma binôme pendant 4 ans, qui est aujourd'hui devenue bien plus qu'une ancienne collègue de travail. C'est devenu une véritable amie. Et je lui envoie un message pour qu'on s'appelle. Ce à quoi elle me dit j'ai pas beaucoup le temps, elle dit j'ai 10 minutes et elle m'appelle. Et je lui dis un peu ce que je te raconte là, en plus court, mais en gros ça va pas trop, je tourne en rond, j'ai eu tel problème de santé et maintenant que les problèmes de santé vont mieux, je me sens pas vraiment aligné avec le voyage. Et je lui dis que là, j'étais en train de regarder un extrait de l'émission Ça commence aujourd'hui. Et là, en fait, elle m'arrête direct et elle me dit « Nico, stop, je ne peux pas t'entendre me dire ça. » Et là, en fait, elle dit « J'ai pas beaucoup de temps. » Alors, elle dit « Déjà, d'une, je peux pas t'entendre me dire ça. Tu ne peux pas être au Brésil et regarder des replays d'émissions de télé françaises, qui plus est, l'émission sur laquelle tu travailles. » Donc, elle dit « Tout de suite, tu fermes ton ordi. » Et elle me dit en fait quelque chose qui me fait une sorte de déclic. Elle me dit tu n'es pas au Brésil pour vivre ça. Tu vas bouger ton cul
Elle me le dit comme ça, hein. Tu vas bouger ton cul et la chose la plus triste serait que tu reviennes en France, qu'on prenne un verre et que tu me racontes que ton voyage, tu l'as foiré. Que tu as foiré 33 jours de voyage au bout du monde au Brésil parce que tu le sentais pas. Ok, il y a eu des problèmes de santé. Aujourd'hui, au moment, donc c'est encore elle qui me parle, hein, qui me dit « Tu n'as plus de problème de santé, ça va mieux. Donc, tu ne peux pas continuer comme ça. » Et en fait, le fait qu'elle me dise la chose la plus triste serait que tu me dises que t'es foiré le Brésil. Et le fait qu'elle me dise « Tu vas bouger ton cul, tu vas aller faire de la samba, tu vas aller rencontrer du monde. » Il y a eu une sorte de déclic. Et là, je me suis dit « Stop, on va prendre les devants. » Au même moment, j'avais commenté le post d'une personne qui s'appelle Fabien Toruella, j'espère que je prononce bien. D'ailleurs, Fabien Toruella est coach en PNL. Il fait une immersion dans 2 semaines. Et je vais à son immersion avec Tony, une vie de liberté, que j'avais interviewé. Tony, une vie de liberté, c'est un entrepreneur qui fait à la fois de l'investissement, mais qui en même temps fait de la PNL et fait beaucoup de choses. Enfin, c'est quelqu'un de très inspirant. Je l'avais interviewé dans les épisodes entre 8 et 15, je pense, du podcast. C'était au tout début. Et j'avais commenté, l'un des posts de Fabien en lui disant vivement que je fasse l'immersion avec vous, puisque aujourd'hui ça se passe pas très bien. Et il m'avait dit quelque chose d'assez. Alors je l'ai pas relu, c'est vrai que là j'ai le message. Je vais te dire un peu ce qu'il m'avait dit. Je trouve qu'il est intéressant parce que je pense que ça peut te parler si toi aussi tu passes par des moments un peu difficiles. Il m'avait répondu: en attendant le coaching intensif, reste focus sur tous les choix forts que tu as fait avant et qui t'ont permis de t'offrir ce voyage et de vivre cette expérience unique. N'oublie pas que ce que tu as fait et valorise-le avec fierté au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas aujourd'hui. Profite de ces 11 jours, donc il me restait 11 jours avant la fin du voyage pour savourer chaque seconde, car la seule certitude que tu as, c'est que tu ne les revivras pas. Elles sont précieuses. Ton temps est ta plus grande richesse, ne le gâche pas. Je vais y arriver. Je vais réussir. Alors, lettre par lettre, ça fait émerveille-toi de ce pays, de ce paysage, de cette culture, tout en prenant conscience que demain, tu sauras construire un nouveau voyage et tu sauras partager avec quelqu'un que tu auras choisi. Car oui, tu auras identifié que tu ne répondais pas à un besoin. En l'occurrence, il y avait un besoin de solitude et de voir tous ces gens en couple qui me pesait, moi, d'être célibataire. Et donc, c'est pour cette raison que cette solitude te pèse, me dit Fabien. Mais ça ne doit en rien conditionner ta façon dont tu as à vivre ces derniers jours. Au contraire, c'est un tremplin vers ce que tu vas construire d'encore plus grand, crois-moi. Les cartes sont entre tes mains, à toi de décider comment tu veux voir les choses, car c'est ça qui va réellement conditionner la façon dont tu vas les vivre. Et c'est vrai qu'entre ce message de Fabien, plus le message, finalement cet appel avec cette amie Stéphanie, il y a eu vraiment « Ok, stop !» Je me reprends en main et je décide d'avancer. C'est vrai que ça a été un vrai déclic puisque l'après-midi même, j'allais me balader. Je faisais une rencontre sur une application de rencontre avec un Brésilien. On passait 3 heures à parler, à prendre une bière et ensuite il m'a amené dans un karaoké. Il y a eu un vrai switch, quoi. C'était vraiment je me sens mal, je ne sais pas quoi faire à je prends des décisions, je vais prendre un verre, je sors. Et tout s'est assez enchaîné. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu ce Brésilien, il m'a amené à un karaoké dans une ambiance brésilienne, il n'y avait que des Brésiliens. J'ai adoré, c'était un super moment. Le lendemain, je suis parti faire de l'escalade et une randonnée à Piedra da Gaiva, qui est vraiment une énorme montagne avec une vue imprenable sur Rio. C'est sûrement... ce qui m'a le plus scotché, alors le vol en hélicoptère m'a scotché, mais cette randonnée où il y avait vraiment cet effort physique, ces 3 heures pour monter avec de l'escalade, c'était à la fois un peu difficile, mais en même temps galvanisant quelque part. C'est ce que j'ai fait le lendemain pour avoir donc cette vue, et c'était absolument génial. Même si, encore une fois, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas, je trouvais que la cohésion de groupe était assez mauvaise au début, on était un petit groupe de 8 ou de 9, et vraiment, il y avait vraiment une incohésion. J'ai même jugé une personne, une jeune fille qui s'appelle Sarah, et vraiment...
J'avoue, elle était insupportable au début. Elle trouvait que c'était trop difficile. Alors que moi, le début, je le trouvais pas forcément difficile. C'est corsé par la suite avec l'escalade, mais au début, non. Et donc, elle m'agaçait. Il y avait vraiment un effet miroir où cette fille m'agaçait parce qu'elle se plaignait, parce que ça lui allait pas, parce que c'était compliqué. Et j'étais là, mais meuf, regarde avant tout la description quand t'as booké, parce que maintenant on peut booker sur Airbnb des expériences. Il y a bien marqué que c'est une randonnée avec escalade. Et si tu regardes les avis, il y a bien indiqué que c'est difficile. Et donc elle dit ah bah j'avais pas regardé les avis, et du coup il y avait un côté où elle m'agaçait de ne pas avoir pris ses responsabilités. C'est assez drôle l'effet miroir que ça faisait, mais bon, on sait que souvent quand on est agacé, faut aller regarder un peu qu'est-ce que ça touche en nous. Et ce qui est marrant, c'est qu'arrivé tout en haut, une fois que l'effort était passé, on a énormément connecté au sein du groupe. Ce groupe que je trouvais très froid, en fait, il y a eu une véritable connexion qui s'est créée. Et le retour, en fait, j'ai fait tout le retour accompagné de cette fille Sarah. Et j'étais du coup assez lent à descendre. On était même les derniers à arriver au camp de départ tout en bas. Parce que j'ai eu une connexion incroyable. J'ai passé un moment fantastique avec elle. C'était génial. C'était absolument génial. On a parlé de la vie, on a parlé du sens de la vie. Je lui ai raconté tout ce que je vivais. Elle m'a raconté ce par quoi elle était elle aussi passée dans un voyage qui était pour elle initiatique. Elle a quitté son boulot, elle fait un voyage en Amérique du Sud pour se reconnecter. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, en fait, quand je passe à l'action, j'arrive à rencontrer des gens quand même qui me nourrissent. Et c'est ça la beauté, c'est qu'à un moment donné, il m'a fallu avoir cet appel avec Stéphanie, avoir ce commentaire de Fabien qui m'ont permis de me relever et de me dire stop, prends le pouvoir sur ta vie. Alors tu vas voir que malheureusement les choses n'ont été que de courte durée, mais néanmoins à ce moment-là je sens que effectivement quand je passe à l'action, quand je décide même dans des moments de doute de dire ah ben je fais ça, je vais prendre un verre avec un mec, je book une randonnée, et ben il y a des choses qui se passent, il y a des rencontres qui arrivent. Idem, par la suite, je fais la visite du centre avec un guide. Là, on n'est que deux. Je rencontre une jeune fille, Constanza. C'est Constance, mais elle est italienne, donc c'était Constanza. Et pareil, Constanza, on passe un super moment, on mange ensemble le midi, on se revoit le lendemain soir. Bref, il y a eu ces moments où j'ai vraiment connecté et j'étais content de me dire et ben en fait c'est possible, encore une fois, quand on prend ses responsabilités. Et je crois que par moment, je dois l'avouer, j'ai beau avoir ce podcast, j'ai beau donner quelques enseignements quand même de développement personnel, et ben des fois je ne les mets pas moi-même en pratique. Et des fois je mets ma responsabilité sur un pays, sur des gens, et je ne la prends pas personnellement. Et là, il y a eu ce moment où quand Stéphanie m'a dit par téléphone, bouge-toi le cul, c'est prends tes responsabilités. Tu veux foirer ce voyage? Et ben foire ce voyage. Je vais juste être très triste que tu me racontes que tu l'as foiré parce que tu n'as pas pris tes responsabilités. Et ça m'a donné ce déclic sur, ok, bah quand on est dans des moments difficiles de notre vie, ce qui peut arriver, quand c'est pas toujours simple, c'est aussi à nous de prendre notre responsabilité. Parce que quand le corps, quelque part, va mieux, quand il y a 42 fièvres et qu'on est au lit, je dis pas, mais quand à un moment donné le corps va mieux, c'est bon, bah maintenant que le corps va mieux, c'est à nous aussi d'avancer. Donc, il y a eu de superbes rencontres. J'ai rencontré d'autres amis de Gabriel. Donc Gabriel, le guide de touristes à Rio, qui m'a présenté d'autres amis à lui qui vivent à Rio, notamment Chad. Et juste, ça a été incroyable. Ça a été absolument incroyable. On a fait une soirée qui était absolument dingue. J'ai rencontré Chad. J'ai rencontré Margot aussi, avec son copain brésilien. Qui était un véritable amour. En fait, j'ai rencontré des gens où il y a eu de la cohésion, où vraiment ils m'ont rempli d'amour. Ça a été une véritable douceur. C'était la douceur qui me manquait. J'ai autant du coup vécu ce sentiment de rejet comme j'ai eu ce sentiment d'être accueilli dans une communauté. Et c'est vrai que Chad, que Margot ont vraiment été pour moi ces personnes qui m'ont permis de me sentir bien. Je me souviens quand même une soirée où Chad était avec son compagnon, Margot avec son copain. Bah à un moment donné, j'étais le seul célibataire et ils m'ont fait un câlin collectif en mode mais t'es pas seul, on est là pour toi. Et ça m'a rempli en fait de joie et je me suis dit mais
ce voyage, il est rempli d'ambivalence. Il est rempli dans cette ambivalence qu'est la vie, où des fois on peut se sentir rejeté et en même temps on peut se sentir en amour grâce à des gens qui nous apportent cet amour-là. Et ce voyage, ça a été constamment ça. Ça a été toujours quelque part le chaud et le froid, le yang et le yin, le blanc et le noir. Ça a été tout le temps des moments où je me sentais bien, tout comme pas bien, le corps en forme, le corps malade. Cette fille Sarah que je trouve insupportable, et pourtant c'est cette fille avec qui je connecte le plus. Et je me suis dit, c'est fou comment en un minimum de temps, ce voyage me montre ce qu'est la vie au quotidien, ce qu'est la vie quelque part quand on la vit, quand rien n'est blanc ou noir, c'est une question d'harmonie. Donc j'arrive quelque part à me remettre d'aplomb et c'est absolument génial. Et il se trouve que après donc un week-end absolument incroyable, après un lundi qui se passe plutôt bien, je refais une sortie avec Chad et le lendemain, enfin même pas le lendemain, mais dans la nuit, je me réveille. Donc il faut savoir que ça faisait quelques jours que j'avais repris vraiment... Allez, attends, j'ai essayé de te dire en jours parce que c'est assez dingue de voir à quel point tout va très vite. Ça devait faire 4 jours. 4 jours que j'avais repris des rencontres, des activités, des sorties et où vraiment je me sentais bien. Je fais une soirée où je bois 2 caipirinhas, ce qui n'était pas énorme, hein, 2 caipirinhas en 6 heures de soirée, c'est même rien. Et je me réveille à 4h du matin et là, bim, une envie de vomir, je cours dans la cuisine et honnêtement, je te passe les détails, mais j'ai l'impression de mourir, quoi. Enfin, j'exagère un peu, bien évidemment, mais il y a ce côté où je vomis au point que j'ai la gorge en feu par l'irritation de l'acide de l'estomac. Je vois bien que ça n'a rien à voir avec l'alcool. Ça, je tiens à le dire, hein, c'est pas les caipirinhas. Vraiment, je vois que je suis malade. Je me réveille et c'est reparti. Ça fait 4 jours que j'ai repris le voyage en main, que je suis redevenu en forme. Bim, intoxication alimentaire, 40 de fièvre à nouveau et au lit. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'avais eu le sentiment de reprendre... Vraiment de reprendre cette énergie et là je me retrouve à nouveau à terre et encore une fois c'est le corps, c'est vraiment le corps qui dit stop. C'est-à-dire le blackout, ça a été c'est un peu différent, mais il y a quand même un côté où le corps paf il lâche je perds mes mots. L'infection au pied qui m'immobilise. Je vais réussir à faire ce podcast. Oui, je vais réussir à aller jusqu'à la fin. Qui immobilisation, c'est ça, voilà. Plus ensuite l'infection bactérienne au torse qui, encore une fois, qui m'arrête dans ma lancée et qui m'immobilise au lit à nouveau. Et là, l'intoxication alimentaire qui me remet au lit, quoi. Et je suis là, mais c'est pas possible. Et j'avoue que ce matin-là, je me souviens d'appeler ma mère et de dire « Allô maman, j'ai une intoxication alimentaire, je suis à nouveau au lit ». Mais presque en rigolant, en riant jaune bien évidemment, mais ce côté « Mais tu y crois si je te dis que j'ai une intoxication alimentaire ?» Et ça, idem, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que la veille, j'avais mangé un burger assez tard, parce que j'avais eu une activité le matin, j'ai mangé vers 16h, un burger incroyablement bon dans un resto ultra bien noté. Il était 16h, mon intoxication c'était à 4h du matin, donc 12 heures plus tard, ce qui est peu probable du coup que ce soit le burger. À 18h30, 19h, je mangeais des acras de morue avec une bière dans le même resto que j'adorais. Bon, les acras de morue à 19h, est-ce que c'est ça qui arrive à 4h du matin? Je sais pas. Et les 2 caipirinhas que j'ai bu, Chad, l'ami qui était avec moi, a bu les mêmes. Exactement les mêmes, au même endroit. Lui n'a pas été malade, donc on peut difficilement dire que c'était peut-être les glaçons ou ce qui était dans la caipi, puisqu'on a pris exactement la même chose. Donc je n'ai pas non plus la raison pour laquelle tout d'un coup j'étais à terre, comme si mon corps, la moindre infection qui traîne, il le chopait. Comme si mon corps était un peu en mode « Tiens, hop, petite ouverture, vas-y, on va le choper. On va le mettre à terre ».
Et donc ça a été clairement ce qui a achevé mon voyage. Parce que là, j'étais fatigué. J'étais fatigué. C'était trop. C'était l'intoxication de trop. J'avais repris mon énergie. J'étais content de reprendre ce voyage en main. Et je me retrouvais encore pas bien. Ce qui était fou, c'est que... je réfléchis en même temps parce que... Ce qui était fou, c'est que j'avais... sur la totalité du voyage qui a duré 33 jours, je crois que j'ai été sous médicaments quasi toute la durée. Puisque même le blackout qui m'a quand même apporté une petite gueule de bois, du coup je prenais du paracétamol histoire d'aller un peu mieux parce que j'avais très mal à la tête. Mais finalement les infections sont arrivées très vite et j'ai eu très très vite des antibiotiques et les antibiotiques m'ont été prescrits sur 20 jours quand même. J'ai été renouvelé de 10 jours supplémentaires, ce qui fait que entre les antibiotiques là il y avait de l'antivomitif, j'ai tout le temps été sous médicaments durant ce voyage, ce qui paraît hallucinant, sachant que j'ai toujours voyagé en étant jamais malade. Hein, je tiens à le préciser, c'est pas quelque chose de commun chez moi. Ce voyage au Brésil était tout particulier parce que c'était nouveau d'être malade constamment. En Inde, en Colombie ou dans des voyages que j'ai pu faire auparavant, je n'ai pas été malade comme ça. Et donc, la fin de ce voyage, cette dernière semaine-là, il y a eu ce sentiment de je baisse les armes, c'est ce sentiment de... Il y a un mot pour ça que je n'ai pas... Bon, moi j'ai pas le mot, mais en tout cas ce sentiment qu'à un moment donné, j'ai plus envie de lutter et j'ai juste envie d'essayer d'adoucir cette fin de voyage. J'avoue que j'avais eu des moments envie de bouger, c'est-à-dire que l'option que m'avait donnée mon ex d'aller à Buenos Aires, je l'avais étudiée, puisqu'un aller-retour à Buenos Aires me coûtait 110 €, je crois. C'était beaucoup moins cher que de voyager dans le Brésil. Et vu que le Brésil, avant que je reprenne le pouvoir sur le voyage, je m'étais dit, on va changer de pays, on va voir si énergétiquement ça va mieux ailleurs. Donc j'avais décidé de potentiellement partir à Buenos Aires. Je vais te faire une partie sur justement les tentatives que j'ai mis en place pour m'en sortir avant de te parler d'une partie de ce bilan de ce voyage. Donc les tentatives pour m'en sortir, effectivement, il y a eu cette envie à un moment donné d'aller à Buenos Aires. Pour aller trouver une autre énergie. J'avais d'ailleurs une personne, alors j'ai pas son pseudo sur Instagram, qui fait de l'astrologie géographique. Moi tu sais que j'y crois sans y croire, c'est-à-dire que j'adore la numérologie. D'ailleurs je suis rentré à Paris, donc je fais toujours mes séances de numérologie là depuis que je suis rentré. Si tu veux prendre rendez-vous. Je crois à l'astrologie. Maintenant, est-ce que je crois à l'astrologie ? En fait, je crois aux outils. Je crois en l'astrologie, je crois en la numérologie. J'ai expérimenté des voyants qui... Je peux difficilement dire que ça n'a pas fonctionné puisque c'était d'une justesse incroyable. J'ai moi-même expérimenté de l'invisible que je ne peux pas expliquer. Donc forcément, il y a plein de choses où je me dis... il y a peut-être quelque chose de plus grand. Donc quand on m'a dit peut-être que là, énergétiquement, par rapport à l'astrologie, le fait d'être au Brésil, ça ne fonctionne pas et tu serais ailleurs, ça irait mieux, je me suis dit, pour 110 €, autant aller à Buenos Aires. Donc ça a été une tentative que je n'ai pas fait puisque c'est à ce moment-là que j'ai eu mon ami, que j'ai eu Stéphanie au téléphone et le message de Fabien et que j'ai décidé de me dire non, je vais rendre ce voyage au Brésil, je vais tenter d'en faire quelque chose. Et donc malheureusement, il y a eu cette intoxication alimentaire qui m'a remis à terre quelque part. Néanmoins, là, il y a eu cette envie d'essayer de comprendre, d'essayer de voir en fait comment je fais pour du coup terminer ce voyage du mieux possible, malgré que, encore une fois, mon corps... Dis-toi que je suis rentré à Paris une semaine plus tard, j'avais toujours alors je sais pas si je peux dire le mot séquelles, mais des symptômes un peu de l'intoxication alimentaire, c'est-à-dire que je n'ai jamais repris jusqu'au retour à Paris un bien-être corporel. J'ai terminé mon voyage avec un corps faible, ça c'est sûr.
J'ai tenté de voir pour une cérémonie d'ayahuasca. Oui, c'est vrai, j'ai tenté. J'ai regardé vite fait, j'ai vite arrêté l'idée. On m'a proposé, alors assieds-toi, hein, tu vas comprendre pourquoi. On m'a proposé une cérémonie d'ayahuasca privée, en one-to-one, sur une journée, $3000. J'étais là, oui, bon, à un moment donné, on va peut-être arrêter, hein, c'est un peu excessif quand même. Évidemment, il y avait une petite curiosité, mais il n'y avait pas non plus. Je me sentais pas non plus appelé par la plante. Souvent, on dit que l'ayahuasca, qui est cette plante qui permet d'aller voir son intériorité. Je ne sentais pas un appel incroyable, donc je pense que là, c'était un peu de toute façon, rien ne faisait que j'allais le faire. J'ai également eu un contact, le contact de Daniel. Daniel, donc c'est une auditrice du podcast qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit qu'elle avait vécu une expérience incroyable avec Daniel, qu'elle qualifiait de sorcière, qui plus spécifiquement sur son Instagram est tarologue, numérologue. Bon, c'est vrai qu'il y a des outils que je connais, la numérologie, je suis formé et j'en donne moi-même des séances de numérologie, donc je pense qu'elle aurait enfoncé des portes ouvertes, mais tu vas voir que vraiment les choses, jusqu'au bout, les choses, il y avait toujours des choses qui bloquaient, il y avait toujours des choses un peu étranges, qui n'allaient pas dans mon sens. Comme je te disais au début de l'épisode, c'était un manque de fluidité. Je prends rendez-vous avec Daniel, puisqu'apparemment cette sorcière permet vraiment d'aller comprendre certaines choses, et je m'étais dit c'est l'opportunité d'aller comprendre ce voyage et peut-être de terminer avec une véritable lueur d'espoir, de terminer ce voyage avec ces réponses à ces questions où quelque part, je vais pas te mentir, tout ce qui s'est passé, j'étais là, mais pourquoi j'ai ressenti tout ça? Pourquoi mon corps a autant été malmené quelque part? Et il se trouve que Daniel a annulé le rendez-vous 4 heures avant le rendez-vous, puisque elle avait un souci familial. Ça, je n'en doute pas, mais néanmoins, c'est juste le fait que voilà, une annulation la veille de mon départ à Paris, 4 heures avant, alors que l'activité de la journée, quelque part, le rendez-vous que j'attendais, c'était ce rendez-vous un peu bilan avec Daniel. Je vais pas te mentir, j'y mettais mon pouvoir quelque part. Je lui donnais ce pouvoir de tu vas m'expliquer mon voyage. Et ben là, faut croire que la vie aussi avait décidé de pouf, désolé Nicolas, je dois annuler le rendez-vous, je ne pourrai pas me rendre disponible, et comme vous partez demain à 7h du mat, je ne peux pas remettre mon rendez-vous demain puisque vous ne serez plus là. Allez, bim, donc plus de voyage avec Daniel, donc plus de voyage, ça aurait peut-être été un voyage, qui sait, dans l'invisible, mais en tout cas plus de rendez-vous avec cette personne. J'ai aussi tenté à la fin de rendre utile ce voyage en planifiant des rendez-vous. Il se trouve que j'ai fait une petite séance de Botox qui était moins chère qu'en France. Et vu que la personne qui était le dermatologue, docteur qui m'a guéri qui m'a traité pour l'infection au torse, qui était l'infection bactérienne, là-bas, il gère aussi bien l'infection qu'il pouvait faire du Botox. Et donc, je lui avais proposé, lors d'un rendez-vous de contrôle, de faire une séance. Il m'a fait du Botox. Alors, c'est incroyable. Il m'a enlevé toutes mes rides. Il n'y en a plus aucune. J'ai moins de rides qu'à 20 ans. C'est absolument incroyable. C'est un autre produit. C'est ce qu'on appelle Distock. Attends, je voudrais te le dire correctement, parce que si tu recherches qu'il y ait le bon mot... je crois que c'est... mais là, je l'ai plus. Non, je l'aurais plus. Distock. Bon, si vraiment tu as besoin de le savoir, tu me dis, je te l'enverrai par Instagram. si tu veux le nom du Botox, mais c'est pas le Botox, c'est un autre nom. Dysport, voilà. D-Y-S-P-O-R-T. Dysport. Et il se trouve donc qu'il me propose Dysport, et en fait il descend beaucoup plus bas au niveau des rides des yeux. Il descend vraiment au niveau des cernes, en bas de l'œil, et c'est assez flippant. T'as l'impression qu'il va te percer l'œil. C'est pas confortable et c'est un petit peu douloureux, mais du coup ce qui fait que là c'est assez incroyable. Quand je me regarde, je n'ai plus aucune ride, il n'y en a plus aucune. Il n'y a plus de rides sur mon front, plus de rides de lion, des pas de doigts, rien. Par contre, je ne reconnais pas mon visage. Je sais pas si tu as remarqué, détail, mais je te le dis, sur Instagram, tu vois peu de photos de moi où je souris, tu vois peu de photos de moi en gros plan, parce qu'en fait, quand je fais un selfie où je souris, je ne reconnais pas mon visage. Je ne reconnais pas, en fait, mon sourire.
je ne reconnais pas mon regard et ça m'a déstabilisé. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai même tenté de rendre ça un peu productif en me disant, bah, tu vas faire du Botox, c'est moins cher. Et en fait, c'est presque un échec parce que j'ai l'impression d'avoir dénaturé mon visage et finalement, bon, bah, j'ai payé une consultation, en tout cas, j'ai payé une séance où aujourd'hui, bon, bah, je me sens pas. C'est agréable de ne pas avoir de rides et de retrouver une forme de jeunesse. Et encore, comme je dis, j'ai moins de rides d'expression que quand j'avais 20 ans. Mais néanmoins, je me trouve pas forcément très séduisant et j'arrive pas à me regarder en photo. Donc, il y a quand même un truc qui va pas, quoi. J'ai tenté un blanchiment dentaire, mais ça, pareil, j'étais trop tard. J'ai pris le rendez-vous trop tard et c'était trop court pour en faire. C'est-à-dire que il y a eu plein de choses, même cette dernière semaine où j'essayais d'adoucir en essayant d'y amener un peu de choses pratiques, bah même ça ratait en fait, ça n'allait pas. Je dois dire que la personne vraiment qui m'a aidé encore une fois, c'est Chad qui a été là qui a été vraiment là, que j'ai vu quasi toute la fin de semaine. Chad, il est psychologue. Il faut savoir que c'est un digital nomade qui est psychologue, mais il est psychologue à distance. C'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui connaît la thérapie comportementale et cognitive, qui connaît forcément la psychologie, qui est diplômé en psychologie, qui connaît tout ce qui est le MDR et qui connaît aussi des thérapies autres. Et bon, sans vouloir donner toute sa vie, mais c'est vrai que sa mère est aussi dans une forme de spiritualité, voire même d'esprit, où elle enlève les esprits des gens. Enfin, si tu veux, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très, à la fois très terre à terre, puisqu'il est vraiment diplômé de psychologie, mais néanmoins, il a cette curiosité et cette ouverture sur l'invisible. Et donc, j'ai énormément accroché avec lui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je l'ai beaucoup vu et on a passé pas mal de temps ensemble et j'avoue que ça m'a fait du bien de connecter à quelqu'un puisque encore une fois j'avais un véritable manque de connexion et donc ces moments passés avec Chad ça m'a vraiment aidé, tout comme les moments passés en groupe où c'était génial. J'ai eu qu'une soirée parce que ça aussi c'est quelque chose que je tiens à préciser, c'est que vu que mon corps n'allait pas bien durant cette semaine-là, oui, l'après-midi, on allait faire des visites avec Chad, mais néanmoins, le soir, à 18-19 heures, je rentrais et j'allais me coucher parce que j'avais pas envie d'aller prendre un verre, d'aller prendre une bière ou d'aller prendre un apéro. En fait, je n'avais pas envie parce que mon corps n'en avait pas du tout envie et ne se sentait pas bien. Et j'ai passé beaucoup de soirées aussi seul, notamment une soirée où j'ai regardé une série sur les relations amicales, notamment c'est une série qui s'appelle 4 saisons sur Netflix. Et il y a 3 couples et l'un des couples divorce au bout de 25 ans, ce qui en fait déséquilibre toute la relation entre les couples d'amis. Ça m'a énormément fait penser à mon ex, qui, tu l'as pu le voir, a eu une importance dans ce voyage. Ça m'a fait penser aussi à mon meilleur ami, avec qui j'étais un peu en froid. En fait, ça m'a énormément bougé émotionnellement et je me souviens de regarder un épisode de cette série qui me touchait et de passer la soirée en pleurs, à ne pas pouvoir regarder la série. Enfin, je la regardais, mais en fait, toutes les 2 minutes, je mettais pause parce que je pleurais. Et en fait, je me sentais seul et j'étais vraiment à la fois bouleversé émotionnellement dans un corps qui, lui, n'était pas en forme. Et il y a eu ces moments-là à des points un peu ultimes où j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est dur. Le corps est difficile à gérer, l'émotionnel est difficile à gérer. Et donc, quelque part, ces après-midi que je pouvais passer avec Chad, qui me montrait Rio, puisque lui, il vit actuellement à Rio, ça m'a amené énormément de douceur et de bien-être. Et j'ai fait une soirée du coup avec tout ce groupe d'amis le samedi soir, 2 jours avant de partir. Ça a été une super soirée. Mais je sais que j'étais pas à fond parce que le corps n'était pas à fond et que quelque part, j'avais passé 5 jours à me coucher à 20h pour pouvoir faire cette soirée-là parce que je savais que je pouvais pas les enchaîner et qu'il fallait que je garde de l'énergie pour juste une seule soirée. Et tu vois que même une seule soirée, je sentais que mon corps n'était pas au top. Alors je dois dire que je n'ai pas toutes les réponses, mais je sens que ce voyage n'était pas pour découvrir un pays, clairement pas. C'était pour me confronter à ce que je fuis quand je suis chez moi. C'est vrai que le Brésil a été comme un miroir de mes peurs,
de mes attentes, de mes fantasmes. Tout ce que j'ai fantasmé sur le Brésil, rien ne s'est passé comme prévu. Ça a été encore une fois un rapport avec le lâcher-prise, imposé. Rien ne s'est passé comme prévu, donc ouais, c'est aussi au-delà des fantasmes brisés par rapport à ce que j'attendais, c'est justement lâcher prise sur les attentes qu'il y avait sur ce voyage. C'est peut-être aussi une forme d'initiation, brutale certes, mais une forme d'initiation à mieux me confronter à moi. C'est un réapprentissage de la patience. Il a vraiment fallu aussi que je prenne du temps, les moments où j'étais au lit pendant 3 jours. L'humilité face aussi à mon corps, à qui je suis, à la vie, sur le fait que tout peut basculer d'un moment à l'autre et que quelque part, quand le corps dit non, il dit non. Et que là, on ne peut pas dire si je peux, si le corps en a décidé autrement. Et finalement, le retour à Paris, c'est vraiment cette page blanche sur qu'est-ce que je fais maintenant de ce voyage. Et c'est vraiment tout le réapprentissage, c'est-à-dire que je fais cet épisode de la suite du voyage en étant à Paris parce que j'étais incapable de le faire au Brésil. Je n'arrivais pas. J'ai essayé pourtant, mais je n'ai jamais réussi à avoir l'énergie de faire un épisode, tu vois, qui dure 1 heure, où quelque part quand je te fais un épisode comme ça, j'aime te mettre mon énergie, j'aime te raconter, j'aime vraiment t'expliquer le voyage un peu comme si tu le vivais. Et donc forcément, j'ai jamais réussi à trouver cette énergie. Donc le voyage au Brésil, je tiens à dire que Brésil, pays incroyable. On m'a dit, redit et redit que le Brésil était dangereux. Je n'ai jamais ressenti d'insécurité, aucune insécurité lors du voyage au Brésil. Par contre, ça a été mon corps, ma plus grande insécurité. Donc, le Brésil n'a pas du tout été ce que je pouvais imaginer. Ça a été un voyage qui clairement m'a montré que la fuite n'était pas une solution. Et ce que je retiens le plus, c'est ce qui était déjà amorcé, clairement, l'épisode 108, c'était cette idée que ça ne sert à rien de fuir à l'étranger pour trouver le bonheur et valider ses croyances que la vie est plus simple, que je plais davantage au Brésil ou autre, puisque là, rien ne s'est passé comme prévu. Je n'ai pas du tout ressenti, j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir un sex appeal au Brésil. J'ai vraiment eu ce sentiment qu'on ne me regardait pas, d'être invisible, de ne pas être à ma place. Oui, c'est vrai que j'ai eu des superbes rencontres. Oui, merci à Gabriel, de Gabriel au Brésil. Tu peux aller voir son compte Instagram si tu vas au Brésil. C'est Gabriel au Brésil, donc tu peux aller voir aussi son Insta et suivre ses aventures au Brésil là-dessus. Il y a eu Chad, il y a eu ses amis, il y a eu Margot, et il y a eu des gens qui ont extrêmement compté pour moi lors de ce voyage. Par contre, à côté de ça, il y a eu énormément de fois où le point n'était pas mis sur la séduction, les relations sentimentales, ni sur une bien-être corporel. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que les relations sentimentales n'étaient pas là. Comment veux-tu avoir des flirts quand tu as un corps qui est complètement bancal? Ça, c'est sûr. Donc voilà un petit peu, j'ai pas envie de le faire trop long, donc je ferai peut-être un retour sur la suite, parce que le retour en France a été chaotique d'une autre manière. J'ai clairement été au bout de mes conneries, c'est-à-dire que pour moi, aller au Brésil, ça a été de faire un choix de fuite qui a été mauvais, je me suis pris un mur. Et le retour en France, j'ai refait une expérience idem qui était une autre sorte de fuite. Je me suis pris un mur et ça m'a fait réaliser que stop, Nico, tu arrêtes, tu vas maintenant reprendre le pouvoir tu vas t'ancrer en fait dans la vie, parce que là, ça va dans tous les sens. Mais ça, je vais te le garder pour un autre épisode. En tout cas, voilà ce que je peux dire un peu sur le Brésil. Il y aurait tant à dire, j'ai essayé de faire un résumé, mais c'est pas évident quelque part de faire un résumé sur tant de choses. Et c'est aussi pour ça que quelque part, j'avais envie de faire plusieurs épisodes, j'ai pas réussi. Donc là, je me dis à un moment donné, je vais pas te parler de ça pendant 10 ans. Donc voilà. Là, t'as le résumé de la fin du Brésil. Je te ferai un bilan, je pense, dans la foulée. Ensuite, il y aura l'épisode sur Entraîner pour réussir de David Laroche, parce que j'ai toujours pas fait le récap qui va sortir, et des invités. On a notamment Antoine Officieux, un humoriste incroyable qui déconstruit la masculinité. C'est un mec génial, une interview qui arrive bientôt. Antoine Goretti aussi, il est aimé ou détesté. Tu verras bien, tu écouteras l'épisode si le cœur t'en dit, et tu verras un petit peu ce que tu penses de lui. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de profondeur que ce que certaines personnes pensent qu'il a.
Et donc on continue. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Franchement, va sur Instagram, envoie-moi un message, t'as aimé cet épisode. Si les épisodes solo te plaisent, n'hésite pas à me le dire, ça m'encourage de savoir que ces épisodes peuvent te plaire. Je l'ai fait aussi parce que je vois qu'il y a autant d'écoutes sur les interviews que les épisodes solo, donc je me dis qu'il y a sûrement un intérêt quelque part que je raconte un peu tout ça. Donc merci encore pour ton soutien, pour tes messages, tes notes, et donc voilà, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.